De la Direction générale de la police à celle de l'UMP, on peut dire que notre invité cette semaine a connu un grand virage professionnel. Bonsoir Frédéric Pechnard. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce preuve par 3, donc réalisé avec l'agence France Presse, représenté ce soir par Déborah Claude, avec également Dailymotion. Cette reconversion obligée, encouragée par Nicolas Sarkozy, dont vous êtes un proche, bien vous l'évoquerez tout à l'heure avec Perrine Tarnaud. Mais on va d'abord aborder les sujets qui restent bien sûr, je le pense, au cœur de vos passions, même de votre engagement, c'est-à-dire la sécurité, la police. La venue à Marseille de Manuel Valls a été marquée, on l'a vu, par des tirs de Kalachnikov. On peut trouver mieux évidemment comme accueil dans la cité sensible de la Castellane. Mais le Premier ministre y a vu la démonstration de l'efficacité des services de police et également de la gauche. Est-ce que vous avez la même lecture de ces faits graves que Manuel Valls ? Le moins qu'on puisse dire déjà, c'est qu'il n'a pas eu de chance. Il vient pour communiquer sur des bons chiffres, sur des efforts qui ont été faits à Marseille, et puis il arrive sur une scène de western où les policiers se font tirer dessus et des coups de feu qui partent un petit peu partout. Voilà. Pas de chance. Oui, pas de chance, c'est vrai. C'est vraiment pas de chance parce que Marseille, c'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui dure depuis plusieurs années et finalement, je ne suis pas absolument certain, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire à Marseille. Et je ne suis pas absolument certain que la mesure complète ait été prise. On annonce encore des nouveaux renforts, évidemment. Oui, mais c'est bien les renforts. Ce qu'il faut savoir, c'est de quoi on parle. La petite délinquance a baissé à Marseille. Et finalement, qu'est-ce qui reste et qui est le plus spectaculaire, c'est ce grand banditisme. Ou plus exactement, ce banditisme issu des cités qui prospèrent sur le trafic de stupéfiants. Donc vous avez des cités où il y a du trafic de stupéfiants, et comme les gens ont besoin, les dealers ont besoin d'asseoir leur territorialité, parce que quand vous vendez du shit, il faut qu'il n'y ait que vous qui vendiez, sinon vous n'arrivez pas à gagner suffisamment d'argent, ils défendent leur territoire avec des armes lourdes, des armes de guerre. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de morts. Démunis, j'ai envie de dire presque désarmés. Est-ce qu'il faudrait, certains élus prônent l'intervention de l'armée. Est-ce que ce serait une solution ou la solution pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout. La solution, elle est... Alors, d'abord, elle n'est pas uniforme, ça serait trop simple, mais fondamentalement, vous n'avez pas 10 000 personnes qui, dans les rues de Marseille, tirent au fusil d'assaut les uns sur les autres. C'est donc un petit noyau dur de délinquants qui doivent être traités comme tels. C'est-à-dire que ce qu'il faut comme renfort, parce que les renforts ne sont pas mis là où ils doivent être. Ça ne sert à rien d'avoir des patrouilles de CRS dans ce genre d'endroit. Ce qu'il faut, c'est améliorer le dispositif de la police d'investigation, de la police judiciaire, renforcer la police judiciaire, renforcer les moyens techniques de la police judiciaire. Ces gens doivent être identifiés, on doit faire l'objet d'une procédure, doivent être interpellés et doivent aller en prison. Voilà. On ne peut se débarrasser de ces caïds que comme ça. Vous pouvez multiplier les patrouilles, vous pouvez multiplier ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à vous en débarrasser si vous ne les arrêtez pas. Ces gens-là doivent finir en prison. Après qu'il y ait... nécessairement, il faut traiter le terrain social, le terrain sur l'éducation, etc. Mais la priorité, parce que si on n'enlève pas ces caïds des cités, eh bien derrière, on n'arrivera à rien faire, c'est l'arrestation de ces gens-là. Et l'arrestation de ces gens-là passe par le renforcement des moyens de la police judiciaire et de l'investigation. Très bien. En tous les cas, vous donnez un satisfecit au gouvernement actuel pour effectivement avoir su inverser la tendance à Marseille dans un certain nombre d'affaires. Vous l'avez dit, la petite délinquance, les agressions, les vols et même les règlements de compte qui sont en recul. Donc un satisfecit à l'action menée par le gouvernement. Je ne donne aucun satisfecit à personne et certainement pas quand le Premier ministre se déplace au milieu des tirs de Kalachnikov. Franchement... Pas de chance, vous avez dit. Il n'y a pas de chance, mais il n'y a pas non plus de quoi donner un satisfecit. Bon. Alors, et sur le terrorisme, est-ce que là, vous êtes prêt à dire qu'effectivement le gouvernement a apporté la bonne réponse sécuritaire après les attentats du mois de janvier? Je pense qu'on perd du temps. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète, j'ai entendu des déclarations qui étaient très fortes du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du Président de la République, en expliquant que des gens nous avaient déclaré la guerre. C'est une formule qui est forte, mais qui est parfaitement exacte. Il y a des gens dans le monde qui nous ont déclaré la guerre, qui veulent commettre des attentats contre nous. Dans le monde et en France, nous. En France même. Dans le monde et en France, naturellement. Mais vous savez, ça fait maintenant plus de 25 ans que les djihadistes, les terroristes djihadistes luttent contre l'Occident et contre les Français. Quand j'étais moi chef de la section antiterroriste de la brigade criminelle en 1990, on travaillait déjà sur des djihadistes qui partaient en Afghanistan et qui revenaient.
La grande différence entre cette époque-là et maintenant, c'est le nombre. Si vous voulez, les djihadistes qui partaient en Afghanistan, après on a eu le Kosovo, on a eu l'Irak, on a eu le Yémen, on a eu la Tchétchénie, c'était une poignée de personnes, c'était entre 30 et 50 personnes, donc c'était des terroristes, mais qu'on était capable de suivre et de connaître parfaitement et de les interpeller. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a réussi, en les suivant et en les interpellant, à éviter tout attentat sur le territoire national, je dis bien sur le territoire national, de 1996 à 2012. Ce qui a changé, c'est qu'il y a une explosion du nombre de ces djihadistes, notamment à cause de l'Irak et de la Syrie. Et là, on se trouve confronté à un phénomène qui est extrêmement inquiétant, parce que là où il y avait 30 terroristes potentiels, aujourd'hui, le Premier ministre l'a dit lui-même, il y en a 3000. Alors comment on fait? Alors, on en a déjà identifié beaucoup qui sont surveillés. Est-ce qu'on peut mettre un agent derrière chacun de ces individus? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on passera... Malheureusement, il faut que chacun comprenne que ces gens nous ont déclaré la guerre et qu'ils vont être capables d'essayer de commettre à nouveau des attentats. D'ailleurs, il y a encore quelques jours à Nice, des militaires se sont fait attaquer. Bon, le type qui les a attaqués avec un couteau, il leur a eu un fusil d'assaut, il y avait peut-être 3 morts aussi. Bien. Donc il faut pas se poser la question de savoir si on aura d'autres attentats, mais quand. Donc, il y a une urgence. Il y a une urgence à faire voter un certain nombre de lois. Il ne s'agit pas d'être dans l'état d'urgence ou dans l'état de guerre, on est dans une démocratie. Il faut donc qu'il y ait des lois qui soient votées, qui permettent notamment aux services de renseignement d'être plus efficaces. Vous savez, par exemple, la lutte contre le terrorisme... Ils ne sont pas suffisamment aujourd'hui à cause d'un manque de failles dans la loi? Absolument. Je vais vous donner un exemple. La lutte contre le terrorisme, c'est d'abord et avant tout du renseignement. Une fois que l'acte terroriste a été commis, une fois que la bombe a explosé ou que les gens ont été tués, il y a une phase d'enquête, on l'a vu dans les dernières affaires, avec la police judiciaire et les groupes d'intervention, qui ont parfaitement fait leur boulot, et j'en suis toujours, comment dirais-je, fier reconnaissant et fier des policiers que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 5 ans, à chaque fois que je vois leur implication, leur courage, leur rapidité et leur efficacité. Il n'en demeure pas moins que l'idéal, c'est d'agir avant que les attentats ne soient, et ça, c'est du travail des services de renseignement. Or, il faut impérativement, ce qui nous manque aujourd'hui dans notre législation, c'est d'avoir une loi cadre sur les services de renseignement qui donne des pouvoirs aux services de renseignement avant la phase judiciaire. Par définition, les services de renseignement travaillent avant la phase judiciaire. Alors des pouvoirs extraordinaires, vous voulez pas de pouvoirs extraordinaires. Vous passez des magistrats? C'est pas une question de se passer des magistrats, c'est pas une question d'ailleurs de se passer de contrôle. Je crois qu'il faut une loi qui encadre l'action des services de renseignement. Il y a une phase de renseignement et une phase judiciaire. Les lois aujourd'hui qui ont été votées depuis les années 86 et suivantes sur le terrorisme, et notamment la répression judiciaire, me paraissent assez efficaces. On a des juges antiterroristes, un parquet antiterroriste spécialisé, des policiers de police judiciaire qui sont spécialisés. Par contre, l'encadrement des services de renseignement est extrêmement flou. Aujourd'hui, un service de renseignement ne peut pas, hors cadre judiciaire, baliser une voiture, géolocaliser un portable. Il ne s'agit pas de donner un blanc-seing aux services de renseignement. Il s'agit d'avoir une loi leur disant « vous pouvez faire ça ». Vous ne pouvez pas faire ça, et bien sûr, des contrôles. D'accord. Il n'est pas question de laisser sans contrôle. D'accord, et ça, ce serait une garantie supplémentaire. C'est une priorité de faire ça, car une fois de plus, le président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a dit, nous sommes en guerre, mais je constate que depuis 1 mois que les attentats à Charlie Hebdo ont eu lieu, eh bien, il ne se passe rien. Alors, à propos de failles, on perd du temps. Est-ce qu'on n'en a pas perdu? Est-ce qu'on n'a pas fait des erreurs dans le passé? Par exemple, vous parlez des failles dans le renseignement actuellement, mais est-ce qu'il n'y en a pas une qui remonte à la fusion, et vous y êtes étroitement associé, Frédéric Pichna, c'était durant la présidence Sarkozy, la fusion d'une partie des RG avec la DST, qui ont fondé donc la DCRI. Et là, manifestement, tous les spécialistes disent, vous allez peut-être pouvoir le confirmer, que là, on a perdu une partie de nos capacités d'information et d'analyse de ce qui se passe. Alors là, je ne sais pas qui sont vos experts, mais je peux vous dire que je ne suis pas du tout en accord avec ça. Au contraire, c'était une nécessité. Ça faisait d'ailleurs plusieurs années que c'était une nécessité et que tout le monde le disait. On avait 2 services de renseignement au sein de la police nationale, la DST d'un côté et l'ERG de l'autre. C'est évidemment une source de concurrence inutile. Oui, mais il y avait un maillage du territoire qui est peut-être en retrait 10, certains que vous ne jugerez sans doute pas spécialistes. Ce maillage existe toujours, c'est le même. La différence, c'est qu'il a été séparé en 2. Il y a une partie du maillage territorial qui est allée
s'occuper de problèmes de renseignement au sein de la DCRI, devenue Direction Générale de la Sécurité Intérieure, Oui. et une autre qui a été rattachée à la Sécurité Publique. Non, je crois sérieusement que cette réforme a été une très bonne chose, et d'ailleurs, elle n'a pas été remise en cause par la suite. La Direction Centrale du Renseignement Intérieur a juste été élevée, si j'ose dire, au niveau d'une Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Mais ce qui est fondamental dans le renseignement, c'est qu'il faut que tout soit au même endroit pour qu'on puisse analyser les choses. Vous savez, c'est une banalité de le dire, mais il faut le rappeler. Le 11 septembre, les Américains avaient en leur possession toutes les informations qui leur auraient permis d'éviter. Le problème, c'est que ces informations étaient morcelées entre les différentes agences de renseignement qui ne se parlaient pas. Donc il est très important que pour faire du renseignement, tout soit mis au même endroit, soit collecté par plusieurs canaux, ça c'est pas un problème, mais soit analysé au même endroit. Alors on va parler des scandales à répétition du 36 quai des Orfèvres, une maison que vous connaissez bien, Frédéric Pechnard, et la chute de Bernard Petit qui avait été nommé il y a un an environ à la tête de 36. Vous avez occupé ce poste. Hein. Vous avez dit, c'est-à-dire que vous étiez à ce moment-là le gardien du temple, et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le temple aujourd'hui, c'est une pétaudière. Non, ce n'est pas une pétaudière. J'ai passé 25 ans à la direction de la police judiciaire à Paris, au 36. J'ai été dans une dizaine de services, j'ai été le numéro 2 de la brigade anti-gang, j'ai dirigé la brigade criminelle, j'ai dirigé la brigade de répression du banditisme. Comme vous l'avez dit, j'ai fini directeur de cette maison. La première chose quand même qu'il faut dire, parce que même si il y a des affaires qui ont secoué récemment cette maison, c'est il faut rendre hommage au travail exceptionnel de policiers et policiers depuis toujours, quel que soit le gouvernement, quel que soit la police judiciaire parisienne est vraiment en première ligne dans toutes les affaires difficiles des 30 ou 40 dernières années, de terrorisme, d'affaires économiques et financières, de banditisme, d'assassinat. Bon. Et tous les jours, ces policiers travaillent la nuit, le jour, le week-end. Le bilan est assombri, vous le voyez bien, par ces scandales à répétition. Nous avons eu successivement 3 affaires. Toutes les 3 sont d'ailleurs, c'est pour ça que je ne souhaite pas m'exprimer dessus, parce qu'il y a des informations judiciaires qui sont en cours. S'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des fautes, qui sont des fautes individuelles, qui ne sont pas des fautes collectives, enfin quand je dis pas individuelles, c'est 1 ou 2 ou 3 personnes, ça ne remet pas en cause la totalité des gens qui y travaillent, ni même l'organisation, ni même les services qui y travaillent. Ben, il y a toujours des gens qui ont pu potentiellement déraper, ces gens-là. Si c'est vrai qu'ils ont dérapé, et si l'information judiciaire et ensuite la condamnation des tribunaux le montrera, ben, ils doivent être sanctionnés. Ils ont déjà été démis de leur fonction. D'ailleurs, donc Bernard Petit a été remplacé. Lui-même, il avait remplacé Christian Flech, qui lui avait été démissionné pour avoir à l'époque informé Brice Hortefeux d'une affaire judiciaire. Et certains se sont demandé d'ailleurs si l'épisode le plus récent cachait un règlement de compte sarkozyste. C'est faire beaucoup de... Non, je crois qu'il ne faut pas aller chercher non plus midi à 14h. Sur Christian Flech, puisque vous en avez parlé, je voudrais lui rendre hommage. Ça a été mon adjoint. Il a été pendant 6 ans un directeur exceptionnel au 36 quai des Orfèvres. Pendant toute cette période, d'ailleurs, on peut noter qu'il y a eu beaucoup de travail et aucune bévue ni aucune bavure. Et il a été démissionné, comme vous avez dit, non pas pour avoir informé Brice Hortefeux, mais pour l'avoir prévenu qu'il allait être convoqué comme témoin, ce qui était juste une façon tout à fait courtoise de se conduire avec un ancien ministre. Ça lui a valu son poste. Ça lui a valu son poste. Bon, il faut que le 36 retrouve la sérénité. Oui, absolument. Et je pense que le futur directeur, si j'en crois ce que dit la presse, qui sera Christian Sainte, l'actuel directeur de Marseille, est de nature à rassurer et à apaiser les gens du quai des Orfèvres. C'est un très bon professionnel. Alors on va évoquer maintenant avec vous l'UMP, si vous voulez bien, et le retour de Nicolas Sarkozy, qui espérait sans doute moins d'embûches sur son chemin, qui doit le mener à 2017. Déborah Claude de l'agence France-Presse va vous interroger sur cette question. Avant cela, on va voir avec Marie Brémaud comment la compétition s'aiguise et s'est aiguisée fortement ces derniers jours, en vue de la primaire, évidemment, de l'an prochain. Chose vue et entendue samedi au Conseil national de l'UMP. C'était le rendez-vous des grands jours. Une foule de journalistes, tous les ténors de l'UMP présents pour une réunion familiale. Dans la bouche de tous, le rassemblement. C'est vraiment plus que jamais l'heure au rassemblement, à l'unité. Interdiction donc de dégainer et de tirer le premier, surtout pas pour celui qui veut apparaître comme le père rassembleur, mais difficile pour Nicolas Sarkozy de ne pas être impulsif.
Il a, en choisissant d'être président de l'UMP, abdiqué volontairement d'une partie de sa liberté. Il la retrouvera le moment venu. Pour l'instant, son rôle, c'est de garantir l'unité. Il le fait, je crois, en prenant parfois beaucoup sur lui. Je trouve ça assez admirable. Je ne suis pas toujours capable moi-même de prendre autant sur moi. Car derrière l'unité affichée, les rivalités transparaissent. Et si François Fillon ouvre sa veste afin de montrer qu'il est venu désarmé, Alain Juppé, lui, fait une entrée remarquée, malgré les conseils pacifiques de ses amis de l'UMP. Moi, j'ai déjà dit à Alain Juppé, laisse le gilet pare-balles, abandonne le casque et sois toi-même, sincèrement. Il est sur le front républicain, tout le monde le sait depuis toujours. Il est pour une alliance claire avec les centristes, tout le monde le sait depuis toujours. Et tout le monde le considère quand même comme un homme d'État parmi les dirigeants de l'UMP. Sourire figé de part et d'autre pour les deux rivaux qui visent déjà la conquête de l'Élysée. Huée et sifflé de la salle quand le maire de Bordeaux souhaite un rassemblement avec les centristes, y compris le MoDem. Et plutôt que de faire semblant, autant assumer le duel à venir, c'est le patron lui-même qui l'affirme. Je veux parler d'un mot qui n'est pas tabou ici, nos concurrences. Nos concurrences ne sont pas une difficulté. Et c'est quand même pas moi qui vais reprocher aux autres l'ambition. Le calendrier est fixé, laissez passer les élections départementales et régionales avant de se lancer dans la bataille des primaires. Le duel ne fait que commencer. Voilà, donc vous êtes plongé au cœur d'une organisation très concurrentielle. Je ne sais pas si c'était comme ça dans la police, hein, Frédéric Pechnard. Déborah Claude de l'AFP nous a rejoint. Bonsoir Déborah. Bonjour monsieur. Vos questions au directeur général de l'UMP. Oui, la concurrence. Alors la concurrence, c'est pas un gros mot, hein, on vient de l'entendre, mais est-ce que ça ne fait pas des dégâts, la concurrence, parfois? Je crois que dans un parti politique, par définition, il y a des gens qui veulent arriver et puis prendre le pouvoir. Le parti doit être au pouvoir et puis après, il y a un président de la République. Donc il est assez normal que tous ces personnalités aient de l'ambition et soient éventuellement en concurrence. Bon, moi, ce que je pense juste, c'est que c'est un peu tôt. Je crois que Nicolas Sarkozy a donné le bon tempo, c'est-à-dire qu'au moment où il a fait sa campagne pour être président de l'UMP, on lui posait la question qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ferez quand vous serez président de la République? Il disait mais attendez, pour l'instant je fais une campagne qui est une campagne dirigée vers ceux qui votent, c'est-à-dire les militants de l'UMP, et puis quand je serai élu, on verra chaque chose en son temps. Finalement, c'est vrai qu'on imagine mal en même temps Nicolas Sarkozy devenir conseiller général de Corrèze. Mais c'est un petit peu les mêmes qui lui ont reproché pendant des années d'être trop pressé, qui lui reprochent maintenant de ne pas l'être assez. Moi, je crois qu'il a raison quand il veut séquencer les choses, parce qu'il ne faut pas tout confondre. Et ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc, il est devenu président de l'UMP, il a trouvé, enfin c'est pas un scoop ce que je vais vous dire, il a trouvé une famille politique extrêmement divisée. Ça fait 2 ans et demi qu'il y a des difficultés, des antagonismes, voire plus, voire des haines entre les gens, et l'UMP n'est pas passé loin de l'explosion. Donc sa volonté aujourd'hui, et qui me paraît être quelque chose de tout à fait intelligent, c'est de rassembler. Voilà. Il veut choisissant Nathalie Kosciusko-Morizet et Laurent Wauquiez, en les mettant pas très loin à des grands postes de responsabilité, il ne contribue pas aussi à cette concurrence et à des difficultés pour le parti? Je ne pense pas. Ce n'est pas des postes de responsabilité. Nathalie Kosciusko-Morizet est numéro 2 du parti, Laurent Wauquiez est numéro 3. Je crois que ça montre que la famille politique de l'UMP veut occuper tout l'espace politique entre le Parti socialiste d'un côté et le Front national de l'autre, et c'est au contraire une façon de dire, ben voilà, dans cette famille politique-là, on est d'accord sur l'essentiel, on n'est pas d'accord naturellement sur tout, mais il faut d'abord qu'on se rassemble pour créer un nouveau et grand parti. Et puis, il ne faut quand même pas oublier quelque chose, on a cette année en 2015 2 élections majeures, on n'en aura pas en 2016, les départementales et les régionales, et puis il y a quelque chose qui est presque aussi important quand on parle du nouveau parti, c'est quel programme. Voilà. Il y a aussi des questions de ligne politique. Vous savez bien, le centre reproche le choix de Laurent Wauquiez pour la région Rhône-Alpes. Donc il y a aussi des divergences. Et sur le Front National, ils expriment des messages différents. Hervé Mariton a dit qu'il y a une confusion des messages dans mon parti, on n'y comprend plus rien. Donc
il y a une difficulté quand même à avoir une cohérence sur... Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une vraie cohérence. Et on le verra d'ailleurs au fur et à mesure des conventions thématiques. Parce que quand vous êtes un parti Il y a une politique... cohérence de la multiplication des positions. Non, quand vous êtes un parti politique, vous avez comme but, évidemment, d'être élu et de préparer l'alternance. Et préparer l'alternance, ça veut dire d'abord et avant tout avoir un projet politique. Bien. Aujourd'hui, ce projet politique, il n'existe pas. Donc il doit être bâti, et c'est exactement ce que veut Nicolas Sarkozy. Donc on doit bâtir un projet politique, il y aura une conférence thématique, la première sera sur le logement, il y en a d'autres sur la sécurité, sur la justice, sur la santé, etc. Donc bâtir un programme qui soit un programme qui appartienne à tous. Après, au sein d'une famille politique aussi importante que celle de l'UMP, il y a forcément des divergences d'interprétation, des divergences de stratégie, parfois des divergences qui peuvent être un peu plus importantes, mais ça me paraît tout à fait normal. Personne ne s'étonne qu'au Parti socialiste, aujourd'hui, quand vous suivez le Conseil national, il y a des positions qui sont alors diamétralement opposées. Je veux dire que comment voulez-vous faire coïncider une position qui pourrait être celle du Premier ministre et celle de Mme Taubira et de Bruno Hamon sur la sécurité, par exemple, entre l'un qui dit il faut plus de sécurité et l'autre qui dit il faut moins de prison. Vous leur reprochez assez. Bien sûr, bien sûr. Mais nous n'avons pas ce type de divergence, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Et vous, par exemple, on a envie de vous interroger, vous, Frédéric Pechnard. Déborah a cité par exemple Laurent Wauquiez, NKM. Vous êtes plutôt côté quoi, bobo NKM ou plutôt droitier comme Laurent Wauquiez? Moi, je suis aujourd'hui, je suis directeur général de l'UMP. C'est-à-dire que je suis un permanent. Et voilà, donc je n'ai pas à prendre position. Vous êtes élu aussi. Vous êtes élu également. Au Conseil de Paris. Je suis également élu. Avec NKM. Je suis également élu au Conseil de Paris avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Moi, ma ligne politique, pour être tout à fait clair, c'est plutôt Nicolas Sarkozy. Ah, oui, bon, donc c'est ce qu'il a proposé par exemple mardi au bureau politique, barrage au FN, alors parce que comme il a évolué un peu sur cette question. Non, il n'a pas évolué. La position face au Front National est assez simple. C'est d'ailleurs lui qui l'a initié en 2011 pour les cantonales de 2011. C'était le nini. C'était nous ne votons pas, nous ne choisissons pas entre le Front National avec qui nous n'avons rien en commun et le Parti Socialiste qui est en train de ruiner la France. Donc nous ne voulons pas choisir entre les deux. Voilà. Ça, c'est la position d'ailleurs officielle de l'UMP. Bien. Alors après, Nicolas Sarkozy souhaite faire du parti un lieu de débat. Donc on veut débattre sur tout et donner la parole aux militants. Aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet prépare les nouveaux statuts de la future formation. Et dans ces nouveaux statuts, il y aura plus de démocratie, plus de décentralisation. Et une des idées étant que chaque militant puisse voter sur le site Internet pour donner son avis. Chaque adhérent puisse dire, voilà, on est d'accord pour ci, on est d'accord pour ça. Donc Nicolas Sarkozy veut faire de l'UMP et de la future formation politique un lieu de débat. Donc, il a quand même un petit peu évolué sur la question. Comme on voit bien, je ne crois pas que ce soit ça. Il a évolué sur la notion de débat. C'est-à-dire qu'il a dit, tout le monde n'est pas d'accord. J'entends des voix qui disent, moi, je ne voterai jamais pour le Parti Socialiste. Et d'autres voix qui, au sein de la famille politique, disent, moi, pour faire barrage au Front National, je voterai pour le Parti Socialiste. Donc, il a décidé qu'il y aurait un débat sur ce sujet au bureau politique. J'y étais, donc je sais à peu près comment les choses se sont passées. Et le matin aussi, devant les députés. On est arrivé au bureau politique avec 2 textes. On s'est d'abord mis d'accord sur une chose, et qui était partagée par tout le monde, c'est quoi qu'il arrive, faire barrage au Front National. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'on a dit qu'on faisait barrage au Front National, il y avait 2 positions. Une position, on demande aux électeurs de voter blanc ou de s'abstenir. Et une autre position qui disait, qui se rapprochait un peu plus du Front républicain. Entre on leur donne la possibilité de voter socialiste. On leur donne la possibilité de choisir entre voter blanc, s'abstenir ou voter pour le candidat de la majorité. Résultat, 22-19. Exactement. Il y a eu un débat qui a été tout à fait intéressant, très politique, qui a duré presque 2h30. À l'issue, il y a eu un vote. Nicolas Sarkozy n'a d'ailleurs pas participé au vote, parce que comme il présentait les 2 motions, les 2 textes, et un des textes a emporté la majorité, donc c'est la position de l'UMP, c'est-à-dire ni vote pour le Parti Socialiste, ni... Vous auriez fait quoi dans le Doubs? Qu'est-ce que vous auriez fait dans le Doubs? Vous êtes Nini, vous êtes barrage au Front National, J'aurais voté blanc. Vous auriez voté blanc. Oui. Est-ce que ça vous inquiète pas, vous, directeur général de l'UMP, de voir qu'aujourd'hui le Front National n'est plus mais la force d'alternance? Bien sûr, c'est ce qui a fondamentalement changé. Et ce qui d'ailleurs explique pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy a voulu ouvrir ce débat, c'est qu'on ne peut pas considérer de la même façon le Front National quand il faisait 5 ou 6%, et aujourd'hui il fait 30%. Donc il faut comprendre pourquoi il fait 30% et comment faire en sorte qu'on puisse lutter contre les idées du Front National. Voilà, le Front National n'a pas mes idées,
ni le Parti socialiste. On a un espace politique qui est assez important entre le Front national et le Parti socialiste. Mais c'est pas vous qui capitalisez sur le mécontentement des Français, donc il y a pas un uniquement. problème. Rappelons quand même que il y a eu 14 élections législatives partielles depuis 2012. 12 ont été gagnées par la droite, 3 par l'UDI, 9 par l'UMP et 2 par le Parti socialiste et 0 par le Front national. Donc il faut aussi relativiser. On aura d'ailleurs un test en grandeur nature évidemment beaucoup plus important parce que le 12 c'est 1,77e de la France. Monsieur Philippot au Front national s'est pas privé ce week-end de souligner que des électeurs UMP avaient été sans doute mettre un bulletin Front national dans les... Sans doute, et il y a des électeurs du Parti socialiste qui votent. C'est un problème général. Les votes n'appartiennent à personne et chacun se détermine en fonction de ce qu'il veut. Et c'est d'ailleurs bien pour ça, s'il y a des électeurs de l'UMP qui votent Front national, eh ben c'est sur des gens qu'il faut absolument récupérer. Et comment vous allez faire? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous leur dites? Je pense qu'il faut apporter une réponse crédible aux difficultés qu'on a aujourd'hui en France. Voilà. L'année 2014, si je la prends très rapidement et si je la balaye, c'est 190 000 chômeurs de plus, donc augmentation de 20% des chômeurs depuis 2012, c'est 2,6% de violence aux personnes de plus. Quand vous calculez, ça fait 35 faits de violence aux personnes de plus que l'année dernière. C'est une croissance nulle. C'est moins de 300 000 logements qui ont été construits, c'est-à-dire ça faisait 17 ans qu'on n'avait pas eu aussi peu de logements. Et c'est l'année 2014 aussi l'augmentation de 200 milliards de la dette, ce qui a permis d'exploser à plus de 2000 milliards. Donc c'est vrai que quand on voit ça, eh bien, on comprend qu'un certain nombre de nos concitoyens soient extrêmement inquiets. Si vous ajoutez, la question de la sécurité si vous ajoutez les phénomènes de terrorisme, qui évidemment ont une tendance à faire replier les gens et une remise en cause de l'Europe, eh bien, vous arrivez à un vote qui est un vote protestataire et qui est le vote du Front national. Moi, quand je regarde le programme économique du Front national, je suis juste terrorisé. Si on parle que de sécurité, l'idée de sortir de l'Europe est une idée absurde en termes de sécurité. L'Europe nous a amené énormément. L'Europe, c'est Europol. Quand j'étais à la brigade des stupéfiants, par exemple, en 1988, eh bien, il n'était pas question pour les officiers de police de la brigade des stupes d'aller en Espagne, où le hashish remontait, ni d'aller à Amsterdam, où l'héroïne arrivait. Aujourd'hui, un policier français peut partir du sud de l'Espagne pour aller au nord d'Amsterdam, peut mettre tout dans sa procédure, et si les gens sont arrêtés en Espagne ou aux Pays-Bas, eh bien ils seront sanctionnés. On a le mandat d'arrêt européen qui permet, on a des échanges. Et on a Schengen aussi, c'est une bonne nouvelle. Par exemple, on a également quelque chose qui est extrêmement important, c'est les fichiers d'empreintes génétiques européens. C'est-à-dire que jusqu'à une date récente, si vous restez sur vos frontières, vous avez un violeur qui habite en Allemagne, qui vient violer en France, qui repart en Allemagne, il est connu en Allemagne, il n'est pas connu en France, eh bien on ne sait pas qui c'est. Donc l'Europe est un plus en termes de sécurité, incontestablement. Revenons à la petite popote interne de l'UMP, puisque ça fait seulement 2 ans et demi que vous faites de la politique et par rapport à 30 ans de police. Donc ça fait pas si longtemps que ça fait 1 an. 1 an même, oui. J'ai commencé en décembre de l'année dernière. Ah oui, même pas. Alors j'ai fait la campagne de Nathalie Coche-Morizet et de Brigitte Custer, qui est maire du 17e. Vous déjà 2 ans et demi de et puis après, j'ai été directeur de campagne de... Même pas 2 ans. De Nicolas Sarkozy, pour le président. Voilà. Alors, 13 mois. Alors, vous nous direz tout à l'heure peut-être que les postes que vous avez occupés avant étaient quand même assez politiques. Mais bon, on verra. Alors un mot peut-être sur la des électeurs qui peuvent aller voter pour le Front national. Je crois que l'objectif de 500 000 adhérents pour l'UMP avait été envisagé, enfin est envisagé. Ça paraît extrêmement ambitieux. C'est le même que le Parti socialiste. D'ailleurs, comment vous allez faire? Aujourd'hui, on part quand même sur un socle qui existe. On a 200 000 adhérents. Alors, en 2014, il y a eu 200 000 adhérents à jour de leur cotisation. Est-ce que les chiffres augmentent en ce moment? Les chiffres augmentent. Ouais. On est à peu près, en ce moment, la période de janvier, je crois, est assez faste, mais on est à peu près 1000 adhésions nouvelles par jour. On a d'ailleurs des difficultés à traiter tout ça. Donc, si le flux continue, et je pense qu'avec le nouveau parti, on réussira à attirer et à intéresser des gens, il n'est pas du tout impossible qu'on soit à 300 000 à la fin de l'année. L'objectif de 500 000 est un objectif à 2020.
2017. Pourquoi 500 000 vous avez des grands partis politiques, comme par exemple en Espagne, où les Espagnols sont moins nombreux que nous, hein, et ils ont quand même des partis politiques avec 500, 600 000 personnes. Nous, en France, on n'a pas ça. Donc, on est en train de réfléchir avec la commission des statuts, avoir un statut de sympathisant, un statut de membre adhérent, de membre fondateur, etc., pour essayer d'attirer le maximum de gens à la politique. Et ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses, tout ça, parce que les finances de l'UMP, on n'en a pas parlé, c'est quand même une question cruciale. Quand est-ce qu'il la dette est très élevée. Dans 5, 10 ou 20 ans. C'est une question qui est extrêmement préoccupante pour moi, puisque bien sûr, comme je suis directeur général de cette maison, et je voudrais remercier et rendre hommage au trésorier, Daniel Fasquelle, qui se donne beaucoup de mal. Ben, ça ne vous a pas échappé. Il paraît qu'il regarde on serre les boulons partout. Voilà, donc, il y avait 8 voitures à l'UMP il n'y a pas très longtemps. Quand je suis arrivé, moi j'ai pris mes fonctions très récemment, au 1er janvier, il y en avait 4, et on en rend encore 2 au 1er juin. Voilà, donc on fait des économies sur tout. Par exemple, au Conseil national que vous avez présenté, eh bien, jusqu'à présent, on défrayait les gens quand ils venaient de loin, on leur offrait à déjeuner. Eh aujourd'hui, on n'a payé aucun déplacement, c'est-à-dire que tous les membres du Conseil national sont venus en payant eux-mêmes leur billet de train, et ceux qui ont voulu déjeuner sur place ont payé 30 €, y compris les membres du bureau politique, voilà, parce que on est obligé de faire des vrais efforts pour être dans le vert. C'est les vaches maigres. Eh oui. Voilà. Bon, en tous les cas, on n'a pas l'impression que vous faites de la politique depuis 1 an seulement. Hein, mais c'est pour ça. Hein, on est surpris. Alors, Perrine Tarnaud arrive, elle va vous interroger justement sur vous. Avant cela, Frédéric Pechnard, Samia Dechir a mené une enquête. Évidemment, à vous de juger si elle l'a menée dans les règles de l'art. Il fait désormais partie du cercle très rapproché de Nicolas Sarkozy. Comme lui, Frédéric Pechnard a grandi dans le 17e arrondissement parisien. Mais les deux hommes ne se rapprochent qu'en 1993 lors de la prise d'otage d'une école maternelle à Neuilly. Pech, comme le surnomment ses collègues, est alors numéro 2 de la brigade anti-gang. Maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy apprécie son professionnalisme. À son arrivée à l'Élysée en 2007, il le nomme directeur général de la police nationale. Mais en 2012, la gauche arrive au pouvoir. Frédéric Pechnard est débarqué. Une année charnière qui le poussera dans une autre voie, comme son ami d'enfance Amaury de Haute-Cloque, ancien patron du RAID. Pour quelqu'un qui était un grand serviteur de l'État, de la manière dont il a été traité finalement au moment de l'alternance politique, je crois que ça l'a convaincu de, après tout, continuer le combat sous une forme d'engagement, puisqu'il avait été traité de manière partisane, de pouvoir rejoindre et poursuivre l'action publique autour de l'action politique. Frédéric Pechnard, qui jurait n'avoir qu'une seule carte, celle de la police, prend celle de l'UMP pour suivre son mentor dans une nouvelle carrière, la politique. En 2013, il rejoint la liste de Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la mairie de Paris. Son étiquette d'ancien flic en fait le monsieur sécurité de l'UMP, mais difficile d'en savoir plus sur sa ligne politique. Du point de vue politique, c'est quelqu'un qui est en train de se construire et on ne peut pas dire qu'il se soit déclaré très très fortement sur une ligne aujourd'hui. C'est quelqu'un qui apporte son expertise, qui participe au débat, mais il a encore une certaine prudence. Élu dans le 17e, il reste discret, de quoi entretenir son image d'homme de l'ombre de Nicolas Sarkozy. On entend très peu Frédéric Pechnard au sein du conseil d'arrondissement dans le 17e. On l'entend très peu également au conseil de Paris. Il ne s'exprime pas. De temps en temps, on l'a entendu en début de mandature pour porter un vœu sur les questions de sécurité. Mais je n'ai pas le sentiment que Frédéric Pechnard a pris les dossiers locaux en main et qu'il s'y plonge. Aujourd'hui directeur général de l'UMP, son retour dans la police pourrait bien se faire un jour par la grande porte au ministère de l'Intérieur en cas d'alternance. Ah, déjà, on vous prête des ambitions. Frédéric Pechnard, bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Bonsoir. Non, vous avez soufflé. Vous n'en voulez pas alors peut-être. Une entrée un peu timide donc dans le monde politique, ce qui est normal hein, quand ça fait seulement 1 an qu'on s'est jeté dans le grand bain de la politique. Vous êtes en train de vous construire, dit Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça signifie quoi à votre avis? Elle vous demande de vous déclarer un peu en politique. Oui, peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de me construire spécifiquement. J'ai des idées. Ce qu'il y a, c'est que comme je suis, je le disais tout à l'heure, directeur général de l'UMP, mon boulot, mon travail, ça consiste quand même à essayer d'être bien. Vous êtes élu hein, dans le 17e, bien sûr, à Paris. Je ne l'oublie pas et j'en suis très content d'ailleurs d'être élu du 17e. Ça m'amuse beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Finalement, on est assez proche des gens, quoi qu'en dise Madame Le Petit.
Ce qui est sûr, c'est que Mme Le Petit, sur le 17e, on ne la voit qu'au conseil d'arrondissement. Donc elle ne peut pas savoir ce que j'y fais le reste du temps. Mais c'est vrai que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on pouvait faire dans la police. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent avec des problèmes et on essaye d'aider à les résoudre. Voilà. Donc vous avez trouvé des passerelles finalement entre vos deux vies, vos deux carrières. Bien sûr, il y a beaucoup de passerelles. Alors, la passerelle numéro 1, c'est quand même l'engagement au service du public. Alors, moi, j'ai été toute ma vie fonctionnaire de police. Je suis entré dans la police en 1981, j'ai été commissaire de police jusqu'en 2012, après j'ai été préfet, j'étais délégué interministériel à la sécurité routière, et puis après j'ai décidé de me mettre en disponibilité et de faire de la politique pour... C'est quoi, c'est une ambition la politique, ou c'est finalement à force de côtoyer les politiques? Puisque quand on est chef de la police, on en côtoie beaucoup des politiques. Parce que vous n'aviez plus d'avenir dans la police? C'est pas vraiment ça, il y a deux raisons. La première raison, c'est d'abord... Je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. Quand vous êtes policier, il y a des policiers qui votent à droite et des policiers qui votent à gauche. Moi, j'ai côtoyé des centaines et des milliers de policiers. J'y suis resté 30 ans et j'ai eu l'honneur de diriger la police pendant 5 ans. Les policiers français, ils sont républicains. Voilà. Tous. Moi, j'ai servi des gouvernements de droite et de gauche entre 1981 et 2012 et je les ai servis avec la même intensité. Je fais de la politique maintenant. J'ai pris ma carte à l'UMP en juin de l'année dernière. Ce n'était pas le cas avant. Voilà. Les choses pour moi sont très claires. J'ai toujours rendu hommage au grand ministre de l'Intérieur. Un des plus grands ministres de l'Intérieur qu'on a eu, c'est Pierre Joxe. Pierre Joxe, c'est celui qui a créé socialiste, qui a créé la police technique et scientifique en France, etc. Qui a créé le RAID aussi. Voilà. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et je pense qu'avec Nicolas Sarkozy, ça a été les deux meilleurs ministres de l'Intérieur qu'on ait eu dans les 30 dernières années. Celui qui vous a emmené vers la politique, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, incontestablement, j'ai beaucoup d'amitié, d'affection et de respect pour Nicolas Sarkozy. Je partage ses idées. Je trouve qu'il a un punch, une volonté absolument considérable. Et honnêtement, dans mes ambitions politiques, il y a d'aider Nicolas Sarkozy à redevenir président de la République. Ouais, vous qui connaissez Nicolas Sarkozy depuis si longtemps, entre Nicolas Sarkozy qui a été élu en 2007, celui qui a perdu en 2012, celui qui revient aujourd'hui en 2014-2015, qu'est-ce qui a changé finalement chez lui? Il a changé, ce qui a changé, évidemment, la vie. Le temps qui passe vous fait changer, vous fait réfléchir. Il a connu la plus haute marche qu'on peut avoir en France et en tout cas en politique. Il a connu des défaites, mais il en avait déjà connu avant. Eh bien, des défaites, vous forgez aussi dans les défaites. Il a beaucoup réfléchi pendant 2 ans, il a beaucoup voyagé, il a beaucoup regardé et il a pris une décision de revenir avec les qualités qui sont les siennes, en étant probablement plus apaisé. Quand vous avez déjà réalisé l'ensemble de vos ambitions, eh bien vous avez une vue sur l'avenir qui est forcément plus calme, plus apaisée. Même si fondamentalement vous ne changez pas, mais incontestablement, les hommes politiques, quand vous rencontrez un certain nombre de droite comme de gauche, pas tous, mais certains vous disent, voilà, moi, mon but, c'est d'être ministre ou d'être président de la République. Lui, il a coché toutes ces cases-là. Il n'a plus rien à prouver à personne, donc il a forcément une certaine forme de tranquillité. De tranquillité, mais en tout cas, son retour ne se passe pas si bien que prévu. Il y a même certains sarkozystes qui sont un peu gagnés par le doute. Est-ce que vous faites partie de cela? Ah non, moi, je ne suis pas du tout gagné par le doute. Je trouve au contraire que son retour se passe bien. Il est juste séquencé. C'est-à-dire que je crois que face à la situation dans laquelle est aujourd'hui notre pays, quand on voit dans quel état est l'économie française, quand on voit comment les choses se passent, eh bien, je pense que les électeurs qui ont aimé et soutenu Nicolas Sarkozy avaient envie qu'il revienne pour bouger. Voilà, c'est ce qui était un peu promis par ses proches, hein, Monsieur Péchenard, vous le savez bien. Non. Sauf que on nous avait annoncé un tsunami. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un retour programmé, sérieux. C'est-à-dire qu'il a d'abord été élu. Au moment où on a commencé la campagne pour l'élection, j'ai entendu dire, mais enfin, c'est ridicule, qu'est-ce qu'il va faire dans une élection? Ça montre aussi qu'il a décidé de tout reprendre au départ. Vous disiez tout à l'heure que je ne m'exprimais pas beaucoup et que je faisais mes premiers pas. Il faut beaucoup d'humilité pour Nicolas Sarkozy, qui a été président de la République, qui a été ministre, pour redevenir au poste qu'il occupait il y a 10 ans, à une période qui était beaucoup plus facile. Humilité, mais aussi envie, parce qu'il faut avoir envie de se coltiner à nouveau toute l'arrière-cuisine politicienne à l'UMP. L'envie de rapprocher sa famille. Et ça, on n'a pas l'impression forcément que Nicolas Sarkozy a toujours cette envie-là au niveau politicien. Je peux vous dire qu'il l'a. Tous les jours, les mains dans le cambouis à l'UMP. Tous les jours, il fait quelque chose. Tous les jours, il rencontre des dizaines et des dizaines de personnes. Il a déjà impulsé des choses très nouvelles au sein de l'UMP, qui était une maison qui se fanait, qui était en état de mort
clinique, tous les jours, par exemple, entre 5h et 6h, il y a un membre de l'équipe dirigeante qui reçoit les militants qui veulent venir. Lui-même, il participe, il était encore hier. Tous les mois, on reçoit les nouveaux adhérents. Donc on a eu 1000 nouveaux adhérents, la prochaine fois, ce sera le 7 mars. Tous les jours, il y a une initiative différente. Il se déplace, il reçoit, mais par exemple, alors pour les réactif. déplacements, il n'a pas été sur le terrain pour les législatives partielles dans le Doubs, avant le premier tour. Il n'a pas été avant le premier tour. Est-ce que ça, c'est pas On n'a pas pu y aller entre les deux tours, vu que notre non, candidat mais est-ce que avait c'est pas été une erreur de éliminé. ne pas y avoir été avant le premier tour? Je ne crois pas, il y a Laurent Wauquiez. Il y a eu pas mal Il y a Laurent d'hésitations sur ce Wauquiez qui est le déplacement-là. numéro 3 du parti qui a été. Lui, il a fait un autre déplacement à Tourcoing. Voilà, la question se posait effectivement de savoir s'il allait entre les deux tours pour sortir notre candidat. Malheureusement, notre candidat ayant été éliminé au premier tour, la question ne s'est pas posée. Est-ce que vous sentez quand même une demande, un besoin de renouvellement chez les militants? On l'a vu avec le bon score de Bruno Le Maire. Je pense que les gens attendent Nicolas Sarkozy. Voilà. Ce que peut-être un certain nombre de militants n'ont pas encore bien compris, c'est qu'avant de reprendre le pouvoir, il faut reconstruire le parti. Voilà. Quand on est arrivé, on a trouvé un parti en miettes. Un parti usé par 2 ans et demi de guerre interne, de haine stérile, de recuite et tout de même forte. Eh bien, tout le travail de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, et ça fonctionne, c'est de mettre autour de la table des ennemis irréductibles. Les gens se reparlent à l'UMP, les gens échangent à l'UMP, les gens s'assiedent autour de la table, vont déjeuner avec Nicolas Sarkozy. Et les là, gens se rassemblent et ça énerve pas mal de proches de l'ancien chef de l'État. les gens sont en train de revenir. Du rassemblement, ça énerve aussi. Et c'est fondamental. C'est fondamental, vous ne construisez pas une famille politique et un grand parti politique si vous n'avez pas d'abord rassemblé les hommes, et rassembler les hommes et les femmes sur un projet. Donc, 1, Nicolas Sarkozy est en train de rassembler la famille, 2, il va construire le projet. Et après seulement, il y aura le temps pour la concurrence, pour la primaire et puis les présidentielles législatives de 2017. Mais ce côté c'est dans longtemps quand même. Ce côté consensuel, on a l'impression qu'au contraire, il stimule un peu les adversaires de Nicolas Sarkozy. Je pense par exemple à Alain Juppé, bien sûr. Il a dit une chose... Il leur donne quand même un peu d'air. Il a dit une chose que je répète, il n'a pas d'adversaire au sein de sa famille politique. Voilà. Il y a des concurrents, il y a des gens qui sont... C'est faux, on sait tous que c'est faux. Non, bien sûr que non. Il y a des gens qui sont des gens de qualité, qui sont des hommes d'État. La droite française a la chance d'avoir un certain nombre d'hommes et de femmes d'État dans ses rangs. D'État, ça veut dire des gens qui sont capables d'exercer les fonctions présidentielle et ministérielle. Il n'y en a pas tant que ça. Vous avez parlé de la haine. La haine au sein de l'UMP, elle est aussi donc en partie dirigée, chez certains, contre Nicolas Sarkozy. Oh, je ne pense pas qu'on puisse C'est vous qui parlez de haine. Oui, bien sûr. Entre un certain nombre de personnes. Est-ce qu'il y a au sein de l'UMP des gens qui ont de la haine pour Nicolas Sarkozy? Franchement, je ne crois pas. Que des gens qui ne l'apprécient pas, qui veulent le combattre, qui ne sont pas d'accord, qui préfèrent tel ou tel candidat, moi ça ne me pose pas de problème, c'est assez normal. Moi je trouve, j'ai vécu donc de très près de l'intérieur, puisque j'étais son directeur de campagne, la campagne pour l'élection. Franchement, ça s'est très bien passé, que ce soit avec Bruno Le Maire ou Hervé Mariton. Il n'y a pas de haine, a priori, entre Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy. Quand on parle de haine, on pense plutôt à François Fillon, par exemple. Mais quand je parlais de haine, ça s'est très bien passé. Non seulement il n'y a pas eu de haine, mais il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de choses définitives. Moi j'avais des contacts très réguliers avec les directeurs de campagne des uns et des autres, et les choses se sont faites de manière très correcte. Voilà. Notre ambition, c'est de faire en sorte que la primaire se passe de la même façon. Dernière question, est-ce qu'il faut que Nicolas Sarkozy renonce à ses conférences à l'étranger? Je pense par exemple bien sûr à celle d'Abu Dhabi au lendemain de la défaite de l'UMP. Est-ce qu'il faut que M. Cambadélis renonce à son mandat de député? Ça n'a rien à voir. Alors, ça a tout à voir. Quand vous êtes président de l'UMP ou premier secrétaire du Parti Socialiste, ce n'est pas un métier, vous ne gagnez pas d'argent. Bien. Nicolas Sarkozy, il n'a pas de revenus, il n'est pas élu. Donc, il est conférencier international. C'est son travail. Est-ce que c'est un bon signe il gagne sa vie. vis-à-vis des militants? Je trouve que c'est un excellent signe pour plusieurs raisons. Premièrement, ça le prend très peu parce qu'il en fait très peu. D'accord. Donc, parfois au mauvais moment. Il est tout le temps à l'UMP. Mais vous n'avez pas demandé à M. Cambadélis quand il est à l'Assemblée, s'il est en train de travailler au PS, et s'il est au PS, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à l'Assemblée? Bon, c'est très peu de temps. Deuxièmement, ça ne coûte pas 1 euro aux contribuables français. Rien. Troisièmement, je trouve que c'est quand même assez enrichissant pour la France d'avoir quelqu'un qui a été président de la République et qui est réclamé partout dans le monde, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie surtout, parce que les gens estiment qu'il y a quelque chose d'important à raconter. Ça signifie donc qu'on a un personnage public
qui est reconnu mondialement. Et enfin, ça lui permet, à chaque fois qu'il fait des déplacements, il rencontre le Premier ministre ou le président, les personnalités importantes de ces pays, ce qui lui permet de garder des contacts internationaux. Donc moi, personnellement, je ne vois sincèrement que des avantages à ce qu'il fasse ces conférences. Il a trouvé en vous un inlassable avocat. Hein. Merci Frédéric Pechnard d'avoir été avec nous ce soir. Merci Perrine. Merci, la semaine prochaine, Jean-Luc Mélenchon sera l'invité de Preuve par 3. Bonsoir et à très vite.